L'Europe est redevenue au cœur de l'actualité depuis notamment le déclenchement de la guerre en Ukraine. L'invité que nous recevons aujourd'hui, Coco Pello, a voulu à travers sa BD nous éclairer sur les méandres de la bulle européenne de Bruxelles où travaillent plus de 30 000 fonctionnaires européens. Bonjour Coco Pello. Bonjour. Vous êtes dessinateur, BD reporter et vous C'est ça. êtes l'auteur de plusieurs BD, notamment celle-ci, la dernière, La Tour de Babel, voyage au cœur du grand bazar européen. Alors votre BD, elle raconte de façon illustrée votre périple au sein de l'Europe avec votre chien Zola. Qu'avez-vous découvert? Alors oui, c'est une bande dessinée embarquée et j'ai découvert les humains qu'il y avait derrière cette grande machine qu'on appelle Bruxelles. Généralement, on appelle Bruxelles l'Union européenne, mais on ne sait pas vraiment de quoi elle est composée, on ne connaît pas ses institutions, on ne sait pas qui y travaille et on a du mal à poser des visages aussi sur cette institution. Comparé à nos institutions françaises, on connaît nos députés, on connaît le président de la République. Là, c'est beaucoup plus difficile d'identifier qui fait quoi, comment, pourquoi. Et c'est vrai que je pense que c'est pour ça aussi que le citoyen s'en détache un petit peu. À travers vous, donc, on découvre la machinerie complexe de Bruxelles avec ses multiples institutions. Donc, il y a le Parlement européen, la Commission européenne, le Conseil européen et le Conseil de l'Europe, Le Conseil de l'Union de européenne, l'Union parce que européenne qui concerne les ministres. voilà, c'est ça, le Conseil européen, c'est les chefs d'État Ah, et de oui. gouvernement, et le Conseil de l'Union européenne, alors je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça différemment, mais ce sont les ministres qui négocient directement à Bruxelles et qui collégifèrent avec le Parlement européen. Et là, tout fait l'objet de négociations. Et là, tout fait l'objet de négociations. Il faut bien penser qu'à Bruxelles, on n'est pas qu'entre Français. Il y a aussi des Italiens, des Espagnols, des Grecs. Donc il y a d'abord une négociation entre chefs d'État et ensuite une négociation entre les ministres et une autre négociation et du compromis entre les eurodéputés. Vous parlez également du problème des interprètes, par ailleurs, puisqu'il y a les 27 pays qui sont représentés. Eh ben oui, moi c'était le petit écueil que j'avais eu au niveau de cette bande dessinée, c'est 27 nationalités, c'est 24 langues différentes. Alors je ne sais pas combien il y a d'interprètes dans ces institutions, mais la première chose c'est d'essayer de se comprendre. Et donc moi c'est vrai qu'au début j'ai eu un peu de mal. La première fois que j'arrive au Conseil européen, je tombe sur un Roumain. Et du coup je ne parlais pas du tout roumain, donc on a eu du mal à se comprendre au début. Mais finalement avec le dessin c'est un langage un peu plus universel, donc on arrive à faire passer des messages. Oui, vous faites des très bons croquis. L'essentiel des négociations sont tenues secrètes. Même pour vous, on le voit très bien dans votre BD, la porte a été fermée, y compris quand vous avez accompagné le commissaire Thierry Breton. Oui, alors à chaque fois qu'il y a des négociations, effectivement, alors c'est parce que c'est des relations qui sont diplomatiques entre les pays. Peut-être que certains n'assument pas certaines positions et veulent avoir les mains un peu plus libres pour pouvoir négocier face aux autres nationalités. Mais il y a toujours ce souci, effectivement, d'opacité dans les négociations européennes. Peut-être qu'il faut faire quelque chose pour ouvrir un peu plus le porte de ces institutions. Et donc, avec la bande dessinée, moi, ça me permet de montrer à la fois quand j'ai eu des larges accès, et j'ai eu des larges accès plus loin que les journalistes ou que certains assistants parlementaires, et aussi montrer quand on me fermait la porte. Donc il y a une sorte de running gag quand j'essaie d'aller quelque part dans une Oui. négociation. Hop, on me laisse à la porte et on me dit ah non, pas toi, tu restes là. Et dans votre BD, on voit également Manon Aubry dénoncer les lobbies. Alors, est-ce que vous avez l'impression que les lobbies jouent un rôle important? Bah, évidemment. Alors les lobbies, donc ou représentants d'intérêts, comme dans la politique française, jouent un rôle très important. C'est sain pour une démocratie d'avoir des lobbies, c'est pas que le grand méchant loup. Le lobby, ça peut être à la fois Total, comme ça peut être aussi Greenpeace. Le problème à Bruxelles, c'est vrai que c'est d'abord les grands lobbies qui peuvent prendre un peu plus de place parce que c'est eux qui sont situés dans toute l'Union européenne et qui ont plus de poids pour pouvoir voilà, contrecarrer certaines décisions au niveau de l'Union européenne. C'est pour ça qu'il faut que les eurodéputés soient assez vigilants là-dessus. Il y a quand même eu l'affaire du Qatargate. Il y a eu l'affaire du Qatargate, mais ça, je pense que c'est dû, et j'en avais parlé justement avec Manon Aubry, qui avait été témoin de certains agissements, c'est dû à l'opacité de ces négociations. Donc en fait, dans ces porte-clauses de négociations européennes, il peut aussi se passer des choses, certaines décisions qui ne sont pas forcément assumées publiquement, et qu'il faut aussi dénoncer, et là, le Qatargate, en fait, a fait voler en éclats tout ce système-là. Alors, à plusieurs reprises, vous dites que la France est perçue comme arrogante et qu'elle voyage en première avec un billet de seconde classe. Oui. C'est un cliché ou est-ce qu'il y a une partie de vrai? C'est une partie de vrai. En fait, à chaque fois que j'allais voir des Polonais, des Italiens ou des Belges dans cette bande dessinée, j'essayais de faire un récit européen et d'aller voir d'autres nationalités. Et en regardant les autres nationalités, les autres pays, c'est aussi un portrait de ce qu'on renvoie, nous, en tant que Français. Et à chaque fois que j'allais voir une autre nationalité, la première chose, c'était « Ah, mais vous, les Français, vous êtes des arrogants ».
Donc, ça nous colle bien à la peau. L'Europe, c'est quand même aussi un marché, un grand marché et une démocratie que beaucoup nous envient. Oui, On oui, le oui. voit avec le nombre d'adhésions de pays qui demandent à adhérer à l'Union Alors, il européenne. y a énormément d'adhésions qui demandent à adhérer à l'Union européenne. Faut se rappeler quand même que la crise en Ukraine vient des grandes manifestations qu'il y avait eu sur la place Maïdan, parce que le peuple ukrainien réclamait plus de démocratie et un attachement plus important à l'Union européenne. Et c'est pour ça que la Russie aussi s'est mise à attaquer l'Ukraine et a envoyé ses chars au cours Ouais. de février 2022. Il y avait eu le départ en catimini du président pro-russe Viktor Yanukovych à l'époque. Ouais, c'était déjà en 2014, donc en fait ça fait près de 10 ans que cette guerre est dure et 10 ans que les Ukrainiens veulent rentrer dans l'Union européenne parce que on s'en aperçoit pas, nous on est dans une bulle, il n'y a pas de guerre en Europe, il y a une grande liberté d'opinion, il y a une grande liberté de la presse, il y a toutes ces valeurs européennes qu'il faut aussi qu'on défende et il faut qu'on soit conscient aussi qu'on est dans cette grande démocratie-là. Et d'ailleurs, on voit dans votre BD que l'Europe a limité les dérives autoritaires. Je pense à la Pologne, la Hongrie. Alors Elle a parfois... permis également cela. Parfois pas assez, mais c'est vrai que en Pologne, par exemple, pendant une dizaine d'années, il y a eu un gouvernement conservateur du parti Droit et Justice Le PiS. et le PiS, effectivement. Et l'Union européenne reprenait certains fonds qui étaient normalement attribués à la Pologne, parce que la Pologne ne respectait pas la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté, l'indépendance des juges, le droit des femmes, etc., etc. Beaucoup de valeurs que nous, en tant qu'occidental, en tout cas à l'ouest de l'Europe, on pense que c'est acquis, alors qu'à l'est, ce n'était pas forcément encore acquis. Et cette Europe, elle est quand même vigilante sur ces différents sujets. Et on voit des négociations ardues d'ailleurs sur les mineurs polonais. Oui, 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 ça j'avais suivi. Bah, du coup, cette bande dessinée montre du coup un visage humain et ce ne sont que des vraies histoires. Et j'accompagne le commissaire à l'action pour le climat, Frans Timmermans, qui est d'origine des Pays-Bas. Et du coup, on est parti à l'est de la Pologne pour voir des mineurs de charbon à Konin et à Lodz qui étaient vraiment pas contents parce que leurs emplois étaient supprimés. À cause de cette Union européenne qui se veut aussi plus verte. Donc on arrête le charbon et on essaye de redonner des fonds pour faire une transition écologique. Enfin, le titre de votre BD, je la remonte, La Tour de Babel, montre quand même que l'Europe, elle est fragile et que peut-être, je suggère, elle devrait d'abord se réformer, être réformée avant de pouvoir s'élargir à nouveau. Alors, ça, c'est une vision française, en tout cas. À l'Est, ils ne pensent pas la même chose. À l'Est, ils pensent d'abord à l'intégration à tout prix. Mais effectivement, c'est un sujet que je pose dans la bande dessinée. Est-ce qu'il faut élargir à tout prix ou non? Quels sont les différents enjeux? Si la Moldavie demain, si l'Albanie, si la Serbie ou l'Ukraine entrent dans l'Union européenne? Et donc après, c'est à nous, citoyens, de voir, de peser le pour et le contre et de se dire, allez, on les intègre maintenant, tout de suite ou beaucoup plus tard. Merci beaucoup, Coco Pello, d'être venu. Merci à vous. Et c'est la fin de ce journal. Merci.